rentre plus dans le cadre. J'ai grandi ou quoi? Ouais. Salut à tous, aujourd'hui on va parler de l'une des plus imposantes sagas de fantasy. Sorceleur? Non. Trône de fer? Non. La roue du temps? Toujours pas. On va parler des Chroniques de Crondor. Qu'est-ce que c'est? Les Chroniques de Crondor ont été écrites dès les années 80 par Raymond Hefest. Et là vous vous dites certainement, mais pourquoi elle a dit que c'était une grosse saga? Eh bien parce que cette saga compte pas moins de 10 cycles. Ah ouais quand même. Et donc aujourd'hui on va parler du premier cycle. Eh ben non, on va parler du second. Oui, mais alors qu'est-ce qu'elle nous raconte là? Alors surtout, ne partez pas de cette vidéo, je vous explique pourquoi. Tout simplement, j'ai lu le premier, le second est bien meilleur. Et, autre point et surtout point essentiel, le second peut se lire indépendamment. Alors, je vais vous expliquer vite fait le contexte de cette énorme saga. Cette saga se passe sur différentes planètes. Mais attention, les planètes sont aussi appelées mondes. On parle de planètes, mais attention, ce n'est pas de la SF, c'est bien de la fantasy. Chaque planète a un nom. Logique, mode, merci. La planète où se passe le premier cycle s'appelle Midkemia. Et celle où se passe le second cycle, donc celui qui nous intéresse aujourd'hui, s'appelle Kelewan. Alors les prononciations à nouveau sont toujours approximatives, K-E-L-E-W-A-N, voilà. Je vois pas comment j'aurais pu le prononcer autrement d'ailleurs. Ça doit être ça. Et les planètes sont reliées par des failles. Et ces planètes ne s'apprécient guère. Dans le premier cycle, qui s'appelle d'ailleurs la guerre de la faille, comme son nom l'indique d'ailleurs dans le titre, il va y avoir une guerre. On s'en serait pas douté. Aujourd'hui, on va parler de la trilogie de l'Empire, donc qui se passe sur Kelewan. Et sur Kelewan, c'est l'Empire Tsurunuanuni, la galère. Et c'est pas fini. Alors clairement, ce monde puise ses inspirations dans le Japon médiéval de chez nous. Donc si vous avez aimé l'ambiance du clan des Otori, vous aimerez certainement la trilogie de l'Empire. Enfin, du moins, l'ambiance. Donc vous avez ici, à la tête de l'Empire, un empereur. Et en dessous de l'empereur, vous avez beaucoup de familles nobles, très riches et très puissantes. Et tout va se passer parmi ces familles de nobles, et en particulier une qui s'appelle la famille des Hakoma. Et avant de me lancer dans le résumé, je voulais vous dépeindre un petit peu l'ambiance générale de ces familles et de ces familles de nobles. L'honneur, les coutumes, la tradition, la famille, tout ça, ce sont des piliers fondamentaux de cette civilisation. Et malheur à ceux et celles qui ne les respectent pas. Les familles s'entendent bien, c'est faux. Les familles se font continuellement la guerre. En apparence, oui, nous vous aimons, mais derrière, quand on peut trahir son ennemi, voire son ami proche pour accéder à une marche plus haute, on le fait. Ouh là là, j'ai oublié. C'est un livre écrit par Raymond Hefest et aussi Jenny Wirtz. Il est écrit à 4 mains. Il est publié aujourd'hui chez Brajlon et il y a 3 tomes. Donc le résumé. On suit Mara des Hakoma, qui s'apprête en fait à prononcer ses vœux pour devenir une prêtresse à vie. Lorsque, au moment où elle s'apprête donc à le faire, Papewayo, je vous avais dit que j'allais galérer à nouveau, les noms sont assez compliqués, arrive et interrompt la cérémonie. Mara! Non, elle ne fait pas ça. Mais en gros, il lui glisse à l'oreille, ton père et ton frère sont morts. Il y a meilleur comme nouvelle, je vous l'accorde. Mara a alors deux choix. Soit elle continue à prononcer ses vœux, mais dans ces cas-là, la famille des Hakoma est terminée puisque elle est la seule héritière. Ou alors, chose extraordinaire pour une femme, elle décide de reprendre les rênes des Hakoma. Et c'est cette voie qu'elle choisit, bien sûr. Sinon, le bouquin s'arrêterait au chapitre 20. Ça serait dommage. Donc la famille des Hakoma, qui à la base est une famille riche, réputée et très ancienne, est complètement capoute. Elle doit prendre les rênes de cette famille qui n'a plus rien. Les soldats sont morts, le père, le fils, tous ses alliés ont fui. Forcément, c'est plus très intéressant d'être allié avec une famille comme celle-ci, et vraisemblablement, oui, le père et le fils, je sais pas si je vous l'ai dit, mais je pense que vous l'aviez compris, ont été assassinés. Il y a plein d'ennemis qui gravitent autour des Hakoma et qui ne désirent qu'une seule chose, les rayer à jamais de la carte. Donc Mara est quand même dans une situation assez difficile. De plus, donc comme c'est une fille, en plus Mara n'était pas prédestinée à devenir gérante d'une famille comme celle-ci. Donc dans son éducation, voilà, elle ne sait rien. Et elle évolue dans un monde très masculin et surtout très dangereux. Oui, parce que j'ai oublié de vous le dire, petit détail, le déshonneur, c'est pire que la mort. Si une famille est déshonorée, vaut mieux qu'elle se tue. Vivre dans la honte est pire que la mort. Donc Mara, non, ça l'intéresse pas trop de mourir. Donc, y a du boulot. Bon, il est temps pour moi de vous donner mon avis sur cette saga. Je l'ai lu il y a à peu près 10 ans et j'ai adoré. Pour moi, c'était un coup de cœur. On ne pouvait pas m'interrompre. Je mangeais avec ce livre, je dormais avec ce livre, je me douchais avec ce livre. Elle exagère pas un petit peu là? Ah, chouïa. Alors je vous dis tout de suite ce que j'ai aimé et je vous dirai un peu à la fin ce que j'ai un petit peu moins aimé. Oui, tout n'était pas parfait quand même. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est de la fantasy avec beaucoup de consonances japonaises. Ça change. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que l'héroïne est une femme. Elle évolue clairement dans un monde d'hommes, ça va être chaud. Et en plus, vu qu'elle est novice, et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que personne ne parie sur elle, eh bien elle va se permettre de faire des choix peu orthodoxes pour ce monde. Par exemple, elle va recruter des Ronin. Ça ne se fait pas du tout. Les Ronin, en gros, dans le Japon médiéval, ce sont les soldats qui ont perdu leur maître. Donc ce ne sont plus des samouraïs,
c'est des Ronin. Et clairement, ils vivent dans le déshonneur, puisque leur maître est mort, et pas eux. Donc embaucher des Ronins, ça craint du boudin. Vous avez vu, ça fait des rimes? Quel poète. Donc c'était un choix osé, culotté, et d'ailleurs c'est un petit peu montré du doigt. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Et elle va s'allier aussi à des créatures qui m'ont fait vraiment penser à des fourmis, parce qu'elles vivent dans des... On dit pas des fourmilières, mais ça fait clairement penser à ça, c'est sous terre. Et c'est une reine aussi, à nouveau une femme, et voilà, elle va accueillir une sorte de grosse fourmilière sur son terrain, et ça va lui faire imaginer 10 000 fourmis là derrière, avec un corps gigantesque, des carapaces naturelles. Moi j'aimerais pas que mon voisin il ait ça dans son jardin, hein. Donc ce petit bout de femme anticonformisme qui bascule les traditions séculaires, elle va vite déranger. Oui, les gens croyaient que les Akoma étaient terminés, et ben il s'avère que, bah peut-être pas. Elle est pas très bête, elle est pas stupide cette jeune fille. Et puis oui, elle a une certaine motivation, elle a pas envie de mourir, et surtout que derrière elle traîne un énorme bagage. Les Akoma, c'est une famille qui était à la base très réputée. Et comme au Japon médiéval, le poids des ancêtres est très important. Elle n'a pas envie de décevoir les siens. Et Mara va devoir aussi trouver des alliances parmi les autres familles. Et tout ça, c'est passionnant. Ces jeux de pouvoir sont aussi très rageants parce que Mara, malheureusement, va devoir aussi se trouver un mari. Parce qu'une femme tout seule, ça le fait pas. Et en plus, si elle trouve un mari, elle va pouvoir s'allier avec une autre famille. Et là, à nouveau, bah ça va être le bazar. Les romances sont heureusement au rendez-vous, enfin surtout une. Elle arrivera, je crois, à partir du second livre, mais sinon je vais spoiler, je vais faire des rageux. Petit point négatif, oui, donc ce que j'ai un petit peu moins aimé, c'est que clairement, on a des personnages soit tout gentils ou tout méchants. L'entre-deux, ça n'existe pas trop ici. Après, c'est un livre qui a été écrit dans les années 80, c'est un peu un défaut qu'on retrouve souvent dans ces sagas, dans ces années-là. C'est une vieille saga. Et disons que je suis née dans les années 80, est-ce que je me considère comme vieille? Mara peut sembler parfois un peu trop rigide, un peu trop parfaite. Elle qui n'y connaît rien au début semble parfois un peu trop sûre d'elle. Dans son clan, elle a sa vieille nourrice et surtout un vétéran de guerre qui est un homme avec qui elle se confie. Et là, à ce moment-là, elle tombe le masque et on découvre une femme beaucoup plus humaine, avec ses doutes et ses peines. Finalement, ce n'est pas un robot sans cœur comme au début on peut le voir. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment de voir cette construction de clan, de famille, pas à pas. La voir chercher un à un des personnes à droite, à gauche, des Ronins, mais aussi des personnes plus dans l'administratif pour faire la comptabilité, parce que c'est très important la gestion du trésor, mais aussi aller chercher des officiers à droite, à gauche. Voilà, telle personne peut être intéressante, je la prends avec moi. Elle va vraiment reconstruire son clan de A à Z. En plus des intrigues politiques, on a vraiment ce côté gestion qui était vraiment super. Alors, pour finir, l'un des derniers aspects négatifs que j'ai trouvé, tous les tomes ne se valent pas. Par exemple, j'ai beaucoup aimé le 1, où on a vraiment une description du monde et de la gestion de ce clan. Le 2, par contre, j'ai trouvé que le début est un petit peu plus difficile à se mettre en route. On a certes la romance qui arrive à peu près à ce niveau-là, mais c'était pas la partie la plus intéressante pour moi. Peut-être que j'ai un petit peu plus de mal avec le côté romance, je sais pas. Et dans le tome 3 est meilleur que le 2. Et surtout dans le tome 3, il y a des éléments qui arrivent et qui n'ont pas été traités jusque-là. Il y a une partie un peu exploration, on découvre de nouvelles espèces, et surtout on découvre la magie, enfin. Alors le monde de Kill la One n'est pas trop axé magie, comme Midkemiya peut l'être. On retrouve d'ailleurs des personnages de Midkemiya qui vont passer, je vous en dis pas plus, mais c'est intéressant, et qui vont amener ce côté magie dans l'histoire. Mais clairement, la magie, c'est pas le truc essentiel. Et puis le système de magie est assez simple, hein, ça fait très système de magie, de fantasy qu'on voit un peu partout. Voilà, vous attendez pas à un truc hyper sophistiqué comme on peut voir dans Le Nom du Vent par exemple. Voilà, bah si vous aimez donc tout ce qui est un petit peu japonisant, construction de clans, gestion de clans, intrigue politique surtout, eh bien je pense que la trilogie d'Empire pourrait peut-être vous plaire. 3 tomes édités chez Brajlon par Raymond Fest et Jenny Vertis, un roman à 4 mains, je vous le conseille vivement. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, la vidéo comme le livre. Merci à vous pour votre fidélité, c'est super chouette. La chaîne grandit grâce à vous et j'en suis très contente. Voilà. Des bisous, à très bientôt. Ciao.